Donc, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être là pour cette présentation, ce dernier webinaire de l'année 2022, cuisiner bio, local et de saison en restauration collective. Et donc, sur ce webinaire, je co-animerai le webinaire avec Charlotte, qui est la fondatrice de Nursit, une structure qu'on va vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure, mais on peut déjà vous dire que c'est une cuisine centrale type traiteur, spécialisée dans la petite enfance sur Marseille, et qui ne fait que des repas bio et voilà, qui cuisine avec des produits locaux et de saison. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc le tour de table, on a déjà commencé à le faire un petit peu dans le chat. Donc, pour les personnes qui sont arrivées en cours de route ou qui ne l'auraient pas encore fait, vous pouvez vous présenter dans le chat, dire votre prénom, votre fonction, votre lien avec la Restoco. Et du coup, on peut continuer. Donc, pour nous présenter, donc déjà, moi, c'est Astrid. Je suis chargée de mission Végé-Cantine à l'Association végétarienne de France. Je suis certifiée nutrithérapeute et je suis en train de passer le BTS diététique, donc je suis en 2e année actuellement. Et j'ai également passé le DU alimentation végétarienne à la faculté Paris 6, donc la faculté de médecine de la Sorbonne. Donc, moi, c'est Charlotte. Je suis la fondatrice de Nursit, la cofondatrice de Nursit parce qu'on est deux. Je suis diététicienne diplômée et j'ai fait une spécialisation dans la nutrition du jeune enfant. Et c'est de là que tout est parti pour créer Nursit. Et pour préciser un petit peu, avec Charlotte, on s'est rencontrés parce que j'ai fait mon stage liaison froide chez Nursit en septembre dernier, stage que j'ai adoré. C'est ça. Du coup, on peut passer. Alors, je t'entendais plus. OK. Là, on va vous présenter un petit peu l'Association végétarienne de France. Et donc, pour ça, je vais laisser la parole à Élodie, la présidente de l'association. Oui, merci beaucoup Astrid. Alors peut-être ce n'est pas une question qui a été posée, mais vous pouvez nous dire dans le si vous connaissez des associations végétariennes de France. Ça nous intéressera aussi pour savoir voilà, de quelle manière précisément s'adresser à vous. Ce n'est pas une association de végétariens, ce n'est pas une association pour les végétariens, c'est vraiment une association pour faire avancer le végétarisme. Ça nous semble très important. On est une association multithématique, c'est-à-dire que pour nous, l'éthique, c'est important, mais aussi l'écologie, la santé publique. Donc, ce sont beaucoup d'arguments qu'on met en avant. On est une association qui a une image plutôt bienveillante, qui est dans l'accompagnement, qui sait aussi lancer des alertes concernant l'urgence de faire évoluer notre modèle alimentaire en France, mais qui est surtout voilà, une association constructive, positive, qui diffuse beaucoup d'informations. Donc, vous voyez les logos de nos campagnes. Campagne nationale. Donc, la première, 1, 2, 3 Veggie, c'est une campagne cuisine qui propose notamment un certain nombre d'ateliers de cuisine plutôt en ligne, parfois sur le terrain. Notre campagne Végépolitique, c'est une campagne qui s'adresse aux élus, à la fois aux parlementaires, mais aussi aux élus municipaux, notamment pour qu'ils mettent en place des menus végétariens dans les cantines. Vous voyez le logo de VG Cantine. Je pense que je vais laisser Astrid expliquer un petit peu plus tard ce qu'est VG Cantine. Virage, c'est notre magazine. Alors, je vous montre ici un ancien numéro sur la gastronomie végétale. C'est un magazine spécialisé, plutôt pointu, mais voilà, qui aborde vraiment tous les aspects de l'alimentation végé, de la transition vers une alimentation végé, donc culture, éthique, écologie, santé, cuisine. On donnera toutes les informations à la fin. On mettra aussi peut-être dans le chat le lien pour s'abonner à la revue. Et enfin, dernière campagne, V-Label, c'est une campagne de labellisation des produits végétariens et véganes. Donc, ce petit logo, vous l'avez certainement rencontré quand vous faites vos courses. C'est un logo international qui permet de faciliter la vie des personnes végées, tout simplement pour avoir la certitude que certains produits sont bien végétariens ou sont bien véganes. Voilà. Donc, cette conférence, elle est organisée donc, par le pôle Végé Cantine de l'Association végétarienne de France. Notre association
elle a besoin de soutien, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, si tout simplement ça vous intéresse d'avoir des infos, parce qu'on diffuse des infos sur beaucoup de sujets, eh bien, n'hésitez pas non plus à aller voir notre site internet. On va mettre tous les liens dans le chat, peut-être déjà maintenant ou peut-être à la fin du webinaire. Et ça vous sera envoyé également pour que vous puissiez aller voir ça tranquillement. Voilà, très bonne soirée. Merci. Du coup, on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc pour vous présenter plus spécifiquement le pôle VG Cantine de l'AVF, l'objectif de VG Cantine, l'objectif général, c'est l'accès à une alimentation qui soit saine et durable pour toutes et tous. Et nous, notre levier d'action, c'est via la végétalisation de l'alimentation. Après, si on propose ce webinaire ce soir sur le bio, le local et l'alimentation de saison, c'est aussi parce que, comme le disait Élodie, pour nous, ça va forcément de pair. Et là, je suis d'autant plus ravie d'accueillir Charlotte sur ce webinaire que Charlotte, chez Nursit, ne fait pas que du végétarien, mais ça s'inscrit aussi dans la démarche. Et donc, l'idée, c'est aussi de montrer comment est-ce que tout ça peut s'articuler. Au niveau du pôle VG Cantine, nous, on essaye d'augmenter l'offre végétarienne dans la restauration collective en accompagnant les acteurs et les actrices de terrain, les usagers, et en menant des actions de plaidoyer auprès des décideurs publics. On peut passer à la suivante. Ce webinaire, ce soir, on peut vous le proposer parce qu'on a un projet du coup, qui est cofinancé avec le ministère de l'Agriculture et l'ADEME. Donc, on a reçu une subvention de leur part. On est en train de finaliser ce projet. Et donc, dans ce cadre, on a réalisé pas mal de ressources, des vidéos qu'on est en train de finaliser, de diffuser. Cette formation ce soir qui s'inscrit dans le cadre de ces webinaires, et il y en a 6 autres à disposition que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. On a également offert des formations à certaines collectivités, à des hôpitaux, etc. sur l'alimentation végétale. On a intégré également la e-communauté de la fonction publique territoriale. Donc voilà, on a mené pas mal d'actions dans le cadre de ce projet pour inciter à plus de sources de protéines végétales. Voilà, on peut passer. À Nursit. Oui, et du coup, c'est à toi. Oui, alors du coup, pour faire une présentation de Nursit, le projet, qu'est-ce que c'est, comment c'est venu, comment il a été emmené et les choix que j'ai décidé de mettre en place dès le départ. Donc, c'est une cuisine centrale dédiée à la petite enfance. Aujourd'hui, on ne sert exclusivement que des crèches et certaines écoles maternelles. Donc, je suis spécialisée moi-même dans la nutrition du jeune enfant. Et pour moi, il était très important, donc déjà de travailler avec des produits de saison. On a décidé de travailler exclusivement le bio et on a le label d'ailleurs qui a été renouvelé la semaine dernière. On a 100% de produits bio. Et aussi de mettre une fois par semaine des protéines végétales parce que la surconsommation de protéines animales ne peut plus durer, que ce soit au niveau planétaire ou même dans le régime alimentaire des enfants. Donc, il y a un menu végétarien par semaine et la possibilité également pour les familles qui le souhaitent de le mettre pour tous les jours. Si les parents sont végétariens ou véganes, ils ont un substitut végétarien en proposition. Pour les parents qui seraient sans viande ou sans porc, c'est pareil, on propose seulement des substituts végétaux et pas de poisson à la place. Que ce soit donc au niveau de la viande, on travaille avec des viandes françaises dans l'agriculture raisonnée. Et pour le poisson, on en met seulement 2 fois par mois parce qu'il est trop chargé en métaux lourds. Le poisson bio n'aurait pas de sens. C'est la seule chose qu'on ne fait pas bio aujourd'hui. Donc, on utilise du poisson de la pêche durable. Mais il est quand même très chargé en métaux lourds. Donc, on préfère le proposer que 2 fois par mois. Donc, en substitut de la viande, on ne proposera pas de poisson non plus. C'est pour ça qu'on fait une alternative avec des substituts en protéines végétariennes. Autre chose, Nursit, donc c'est une cuisine centrale, effectivement, mais je préfère dire avec l'appellation traiteur, parce qu'il y a vraiment un intérêt de l'éveil au goût derrière, sans blâmer les autres restaurations collectives, bien entendu. J'ai créé la cuisine et j'ai travaillé en ce sens
d'avoir une régularité sur les produits qu'on propose, de les transformer de plusieurs façons pour éveiller le goût des enfants. Tout est travaillé brut, on ne reçoit que des matières premières dans la cuisine. On ne rajoute pas de substituts avec des arômes artificiels, par exemple, pour transmettre les bonnes habitudes alimentaires, que ce soit donc pour les enfants, mais aussi auprès des équipes. J'interviens moi-même dans les structures pour former les équipes et le personnel, tant à tenir un discours sur le bienfait d'utiliser des fruits et légumes frais et de ne pas ajouter d'arômes artificiels, que l'intérêt du végétal aussi, pour qu'ils puissent le transmettre également aux parents, pour les parents qui ne seraient pas encore convaincus, parce que oui, ça arrive encore. L'objectif premier de Nurseed, c'est de faire aimer manger avec durabilité. Dans notre engagement, on va jusqu'au bout, on garde la peau des aliments, quand c'est possible, bien entendu, pour conserver les minéraux et les nutriments et pour éviter de faire du déchet. Et les seuls déchets qu'il nous reste, on les composte. On livre aussi également vélo électrique sur Marseille pour éviter l'émission carbone l'émission d'empreinte carbone avec les véhicules thermiques. Donc, on essaie d'avoir vraiment d'avoir un impact bénéfique au maximum, le plus complet possible. Alors, ce que je vous disais, donc afin de répondre à ces missions, on propose une offre importante de repas végétariens pour les tout petits. Donc, sur le menu, 2 fois par semaine, on a la proposition végétarienne et tous les jours, à la demande des parents. Hop. Voilà, donc sur cette présentation, on va suivre le plan qui est affiché. Donc déjà, on va se demander un petit peu pourquoi cuisiner bio, de saison et local, parce que c'est quand même important de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ensuite, on parlera avec Charlotte des défis qu'elle a pu rencontrer, puisqu'on se doute que le bio, ça coûte plus cher, qu'il n'y a pas forcément autant de fournisseurs qu'en conventionnel. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres choses qui se sont présentées, j'imagine, dans ton parcours auquel tu ne t'attendais pas forcément. Donc, on parlera un petit peu de tout ça. Oui, forcément. Et au cours du webinaire, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, voilà, on fonctionnera. Alors, la première partie sera un peu plus une présentation. Mais donc, sur les parties 2 et 3, ce sera vraiment un peu plus du question-réponse. Et voilà, en troisième partie, on parlera aussi des leviers d'action, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as pu mettre en œuvre, toi, comme solution face à ces défis que tu as rencontrés. Oui. Alors, du coup, on va commencer par le 1, pourquoi le bio de saison et local. Oui. On peut passer. Hop. Donc, désolée, j'étais petit. Vas-y. Hop. Alors, pourquoi le bio de saison et local? Alors, déjà, pour moi, ça fait sens d'utiliser. Pardon. Attends, on peut Hop. passer à la suivante. Hop. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui, on voit ton écran. En tout cas, je vois la souris qui bouge. Merci. C'est bon. Voilà, donc déjà, pour commencer, moi, je vais parler juste du côté agroalimentaire, etc. En gros, voilà, le modèle agroalimentaire actuel a des impacts qui sont quand même énormes, autant sur le climat. Ça, on voit bien qu'on est en urgence climatique à tous les niveaux et l'élevage a aussi un rôle énorme là-dessus. L'élevage, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sachant que tous les transports réunis, ça ne représente, entre guillemets, que 13%. Donc là-dessus, voilà, l'élevage, c'est relié à ça. Et évidemment, l'agriculture conventionnelle qui utilise des pesticides, qui utilise des engrais chimiques de synthèse, etc., forcément, ça a également un impact sur ce modèle agroalimentaire actuel. Ça a des conséquences au niveau de l'insécurité alimentaire, puisque là, on est en train d'épuiser les ressources qu'on a. Et on se doute bien qu'à force de les épuiser, à un moment donné, il n'y en aura plus assez et il n'y en a déjà pas assez pour tout le monde. Ou en tout cas, la répartition n'est pas faite de façon juste pour l'instant. Et ensuite, ça risque de devenir de plus en plus compliqué si on continue à faire comme on fait actuellement.
Il y a également des menaces à la biodiversité, puisque le fait d'utiliser des engrais chimiques, des pesticides, etc., ça tue des animaux aussi. Et actuellement, pour revenir un petit peu sur le lien avec l'élevage, il faut savoir qu'actuellement, plus de 60% des animaux terrestres, ce sont des animaux d'élevage, 36% ce sont les humains, et les animaux sauvages ne représentent que 4% de la biomasse terrestre. Donc, c'est rien du tout. Et ça, c'est dû au fait que leurs espaces s'amenuisent de plus en plus, justement qu'ils sont ils sont de plus en plus envahis par la déforestation, par tout ça. Et en fait, tout ça est extrêmement lié entre le fait d'avoir une agriculture intensive, d'avoir de l'élevage de façon, une consommation de viande intensive. Tout ça est extrêmement lié. Et pour la partie enjeux de santé publique, du coup, je vais te laisser en parler, Charlotte. Oui. Alors, du coup, pour les enjeux publics, effectivement, maintenant, l'impact qu'on a aujourd'hui sur les comportements alimentaires de demain, on s'est bien rendu compte que ça passe par la restauration collective et ce que les enfants et les ados vont manger dans les cantines scolaires. Donc, c'est pour ça qu'à notre échelle, on a décidé d'agir sur ça, sur ce qui est consommé, comment c'est travaillé, comment c'est transformé pour l'effet bénéfique sur la santé à moyen et long terme. Ok, on peut passer à la slide suivante. Alors, transmettre les bonnes habitudes dès le plus jeune âge afin qu'elles soient durables. C'est exactement donc, ce que je disais sur les enjeux. C'est-à-dire que d'éduquer le palais des enfants à une alimentation plus naturelle et plus simple, sans ajout, encore une fois, d'arômes artificiels et ces choses-là, ça a un réel intérêt parce que c'est à cet âge-là, donc à la crèche, que les enfants découvrent la diversification alimentaire et que leur palais s'habitue. Donc, bien sûr, on passe par plusieurs tranches d'âge et des fois même de la néophobie alimentaire où les enfants vont refuser certains aliments, mais ils l'ont déjà goûté, ils l'ont déjà mangé et le travail se fait vraiment sur cette période-là. C'est aussi, bien sûr, éduquer les parents et les familles qui donnent des repas le soir en complémentarité. Et ça passe par de l'éducation nutritionnelle qui se fait avec les professionnels de la petite enfance qui vont voir tous les jours les repas qui leur sont donnés. Et je fais aussi des interventions auprès de ces équipes-là pour leur apporter de la complémentarité sur les besoins nutritionnels et encore une fois, l'intérêt qu'on a à utiliser des produits bruts, frais, de saison. Juste pour définir néophobie alimentaire, pour les personnes qui ne seraient pas diètes dans le public, néophobie alimentaire, c'est la période plus ou moins longue où les enfants vont déjà déclarer « j'aime pas » avant même d'avoir goûté, qui peut durer plus ou moins longtemps. C'est ça, et qui se réfère souvent à des formes ou à des couleurs qui refusent catégoriquement de goûter. Donc, pourquoi agir sur la restauration collective? Ça représente plus de 3 milliards de repas par an en France, donc ce qui est considérable. On sait aussi qu'il y a des enfants qui ne mangent que le midi, des enfants de foyers avec des très modestes revenus. J'ai eu ce cas-là dans certaines structures avec lesquelles on travaille. Les parents n'ont pas de quoi acheter à manger et ils nourrissent leur enfant le soir exclusivement au lait. Donc, le seul repas de la journée, ça va être le repas qui est donné dans les crèches. Donc, il y a vraiment un intérêt d'agir sur ce repas-là. Et c'est pareil pour les écoles, les collèges et les lycées. La portée pédagogique avec donc, cet effet que je vous expliquais au niveau du personnel qui s'occupe des enfants, qui va le transmettre aux parents. Les réunions aussi qu'on peut avoir avec les parents d'enfants ou des fois juste des échanges par mail sur des questionnements. Et l'appui des services publics, là, Astrid, je te laisserai prendre ce point. Oui, voilà, là, ça nous concerne plus, nous, au niveau de VG Cantine, puisque donc nous, on travaille avec des structures collectives publiques, donc des écoles, on essaye de travailler de plus en plus avec le médico-social, voilà, avec tous ces secteurs-là. Et donc, ça permet aussi d'avoir un appui sur les services publics, donc en gros, d'avoir un impact qui est beaucoup plus important. Là, on a intégré cette année la communauté de la fonction publique territoriale. Donc après, tout ce qui est service public, ça met beaucoup de temps à les faire bouger, entre guillemets, mais en même temps, en termes de nombre, ça a un impact assez énorme.
Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal et on voit bien que ça commence à fonctionner avec, par exemple, la loi Egalim qui, depuis 2019, a introduit un repas végétarien obligatoire par semaine dans les écoles, qui a introduit 20% de bio obligatoire. Donc voilà, il n'y a pas encore de sanctions pour les structures qui n'appliqueraient pas ces mesures, mais c'est déjà une grande avancée par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Clairement. Ce qu'il faut savoir, juste en petite parenthèse, c'est que Egalim s'applique de l'école au supérieur, mais pas pour les crèches. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un choix de ma part de l'avoir appliqué à la petite enfance. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je rebondis. Si jamais vous êtes intéressé par la réglementation justement sur les repas végétariens en restauration collective, on a fait tout un webinaire le 13 octobre là-dessus qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on explique vraiment tout en détail, la loi Egalim, la loi climat et résilience, l'arrêté de 2011, le GEMRCN. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ce webinaire très complet. Et bah, du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie, défis, tarifs, fournisseurs, etc. Je te laisse passer à la slide suivante. Donc, cette partie que j'imagine vous allez avoir certainement de nombreuses questions parce que c'est ce qui intéresse le plus en général, c'est comment est-ce qu'on arrive à ça avec un budget très, très restreint au bout de ce qui est le budget de la restauration collective. Donc, les défis, effectivement, proposer du bio, ça a un coût. Proposer du français, c'est pareil. Trouver les approvisionnements nécessaires pour les quantités de repas qu'on produit. C'était vraiment les défis initiaux. Proposer même du végétarien une fois par semaine, c'est un défi parce qu'il faut trouver des recettes sans cesse, de nouvelles recettes, des recettes qui peuvent correspondre aux tranches d'âge qu'on sert. Des choses qui soient originales, mais pas trop pour habituer aussi le palais des enfants. Donc ça, c'était vraiment les défis initiaux qu'on a dû relever, arriver à trouver une cadence de végétarien qui parle aux familles, qui parle aux enfants, qui parle aux équipes, qui soit bonne, bien entendu, c'est l'objectif aussi de Nursit. Et tout ça avec des produits de chez nous en bio. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as fait, alors à la fois par rapport à ces coûts, par rapport aux fournisseurs, je ne sais pas, alors déjà quand tu as démarré, comment tu as fait pour, au démarrage et comment est-ce que tu fais tourner la structure maintenant? Alors, au démarrage, j'ai été chercher tout ce qu'il y a dans le secteur et tout ce qui existe en France en fournisseurs de bio. Alors, pour la plupart, ils servaient du bio à un certain pourcentage. Donc, ce qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui avec la personne qui est chargée de commande chez Nursit, c'est de piocher un peu chez tout le monde. On va aller chercher dans du très, très local avec des agriculteurs bio qui sont vraiment à côté, où on arrive à se faire livrer une fois par semaine certains produits. On va aller chercher un peu plus à l'échelle nationale des produits tels que les pâtes, le riz, le blé, etc., en bio et en certifié, qui vont nous livrer pareil une fois par semaine. Donc, c'est vraiment faire un melting pot de tous ces fournisseurs en bio et en français, surtout, c'est très important pour arriver à s'approvisionner. Au niveau des recettes, comment est-ce qu'on a procédé? Donc, on a simplement fait des tests à la cuisine avant l'ouverture avec toutes les recettes qu'on a pu trouver sur tous les sites internet, sur des recettes dans les livres végétariennes, etc. On a fait des tests, on s'est un peu planté, puis on a réussi à trouver des bonnes recettes et c'est comme ça qu'on a démarré pour les recettes végétariennes. Ok, Ensuite, super. oui. Donc juste, je rebondis sur ce que tu disais. Donc tu disais que tu es allé chercher un peu les fournisseurs à droite à gauche. Donc déjà, ça veut dire que toi, tu ne fonctionnes pas avec une centrale d'achat, contrairement à ce qui peut se faire dans d'autres structures de restauration collective. Donc j'imagine que c'est un investissement de temps aussi. Oui. Ça, comment est-ce que tu le chiffrerais, entre guillemets, cet investissement en termes justement de temps, de coûts de personnel, etc. Effectivement, ça a un coût. C'est pour moi, il faut qu'il y ait une personne qui s'occupe de. C'est pour ça, chez Nursit, il y a une personne qui s'occupe de passer les commandes parce que c'est une perte de temps que d'aller multiplier les fournisseurs. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de plateforme qui existe qui puisse réunir tous les fournisseurs dont on a besoin. Mais ça fait plusieurs fois cette semaine et la semaine précédente que je suis contactée par des gens qui essaient de monter ces plateformes. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui est en train de le faire, je les encourage vivement. Ça nous ferait gagner beaucoup de temps.
Ou C'est une, si vous voulez le faire vous-même, c'est ça, contactez Charlotte. c'est ça. J'ai pas le temps de le faire moi, mais je prends volontiers. Non, c'est une perte de temps, c'est sûr. Maintenant, on a quand même nos fournisseurs attitrés depuis les 2 ans d'ouverture, avec qui on arrive à fonctionner avec des cadenciers. Donc, vraiment c'est du temps à mettre au début. Et après, c'est quand même rodé. Voilà. Mais c'est effectivement, il y a un petit temps. Je ne vais pas dire que c'est une perte de temps parce que pour moi, c'était nécessaire. Et sans ça, ça ne se serait pas fait. Mais voilà, c'est quand même un temps qui n'est pas négligeable à prendre en considération au démarrage avant d'avoir tous les fournisseurs. Et puis d'en changer même entre-temps de fournisseurs qui n'arrivent plus à suivre le rythme. Parce que d'aller chez un agriculteur à côté, c'est bien. Mais des fois, quand on a besoin de 500 kilos de pommes, ben, il ne peut pas nous les fournir tout de suite. Bah, c'est ça, parce qu'en plus, je crois que ta structure a grandi très, très vite quand même. Donc, tu peux nous en parler un petit peu justement de la croissance et puis des problèmes qui sont liés à la croissance aussi. C'est ça. Alors en fait, on a créé la cuisine il y a 2 ans et on a démarré exclusivement au départ avec les crèches de mon associé qui sont les crèches Nurséa, un réseau de micro-crèches durables sur Marseille. Et puis en fait, on s'est dit pourquoi le garder que pour Nurséa, ce projet qui peut intéresser d'autres personnes, d'autres structures qui sont très portées sur soit le végétarien, soit le bio ou dans le durable. Donc, on l'a étendu à d'autres. Et puis, très vite, le bouche à oreille a fonctionné. On est passé en 2 ans de 6 structures à 43 aujourd'hui. Donc, la croissance, elle a été très rapide, très forte. On n'avait pas prévu ça dans les locaux. Donc, on a aujourd'hui des locaux qui deviennent un petit peu trop petits pour notre activité. On fonctionne qu'en flux tendu. Donc, on est livré 2 à 3 fois par semaine pour pouvoir assurer la gestion et le roulement des stocks. Et, et du coup, c'est comme ça qu'on est lié très vite à des problématiques de stockage et donc de fournisseurs qu'il faut. Les fournisseurs, en gros, qui étaient avec nous au démarrage, pour lesquels on commandait 50 kilos de fruits et légumes par semaine, quand on leur a dit, bon, ben, maintenant, on passe à 800, ben, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait et comment est-ce que tu fais encore pour maîtriser les coûts voilà, par rapport au surcoût entre guillemets que représente le bio, par rapport au fait que les structures, elles ont peut-être pas toutes, en tout cas, le budget pour ça. Comment ça se passe? C'est ça. Alors aujourd'hui, en étant complètement transparente, on a quand même une offre de repas qui n'est pas la moins chère sur le marché. Bien entendu, les clients qui font le choix de passer chez nous, ils font le choix, entre guillemets, du sacrifice financier, de la marge qu'ils pourraient prendre sur l'accueil d'un enfant, par exemple, dans une crèche. Ils vont réduire leur marge en faisant le choix de prendre les repas chez nous. Donc, on a déjà une formule qui est un peu plus onéreuse, forcément, avec la qualité qu'on propose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on a un temps de découpe de légumes qui demande de la main-d'œuvre supplémentaire. Mais en bio, en tout cas, le légume n'est pas plus cher en brut qu'en surgelé et encore moins en produit transformé. Donc ça, c'est vraiment une question à se poser. La main-d'œuvre qu'on économise d'un côté, est-ce que finalement, on la gagne vraiment sur du produit déjà préfabriqué, pré-emballé? Je ne suis pas convaincue non plus. Alors, on a eu une question de Marie dans le chat. Elle demandait, la loi Egalim a-t-elle joué pour ou contre vous? Alors, je te laisse répondre et puis je donnerai peut-être un peu mon point derrière. Vas-y. Alors, ben, pour nous, la loi Egalim, elle n'a pas du tout joué contre nous. En fait, elle n'a pas eu d'impact sur la petite enfance dans les crèches. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, la loi Egalim, elle ne nous concerne pas. Elle concerne qu'à partir de l'école maternelle. Mais on y répondait déjà, puisque nous, on était en 100% bio et puisqu'on a déjà une protéine végétarienne par semaine. Donc, si la loi Egalim s'appliquait, en tout cas à notre structure, elle y répondrait. Peut-être la seule façon où elle aurait pu me faire du tort, c'est qu'on était un peu précurseur et avant-gardiste là-dessus et qu'on a l'impression qu'on s'est aligné à la tendance. C'est ça, en fait, la loi Egalim, ça ne concerne vraiment que les écoles, donc c'est de la maternelle jusqu'au lycée. Je reprécise que ça concerne le privé et le public, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le privé n'est pas concerné, mais si, c'est bien le cas. Et puis, alors au niveau des crèches, il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation particulière. Donc, ça veut dire que rien n'oblige les crèches à proposer du végétarien ou du bio ou quoi que ce soit, mais à l'inverse, rien ne les en empêche non plus. Donc, en théorie, une crèche qui voudrait ne proposer que du bio et que du végétarien toute la semaine, elle peut le faire.
Mais après, voilà, c'est plus une question d'habitude aussi, comme tu expliquais un peu au début, et de ce qui est acceptable ou non pour les parents, les équipes, etc. C'est ça. Je vois qu'on a une question supplémentaire dans le chat. Mélanie qui demande sous quelle format sont livrés vos repas aux crèches. Alors, Et Marie qui demande quelle recette végétale proposez-vous. Alors, les repas, on les livre dans des bacs gastro-lavables. On livre rien, pour aller encore une fois jusqu'au bout de notre démarche, on livre rien en barquette jetable ou même compostable. C'est du bac inox qui est lavable. Donc, on sépare les composantes dans les différents bacs qui sont mis dans des caisses qui sont tenues au frais avec des plaques tectiques qui sont mises sur les vélos cargo et livrées dans les structures pour respecter la chaîne du froid. Alors, quelle recette végétale proposez-vous? Alors, on en propose plusieurs. On en propose à base de haricots rouges comme le chili sin carne, du coup. On travaille aussi avec Epi & Co qui font des protéines végétales reconstituées à base de farine de pois chiches, qui va avoir pour le coup une texture et un visuel similaire à, à du poulet. Ça marche bien pour les jours en substitut de protéines quand on a des enfants à table, autour de la même table, qui mangent du poulet et des enfants qui ont un repas végétarien pour qu'à cet âge-là, il n'y ait pas de différence dans les assiettes. Et après, ça va aller sur toutes les déclinaisons de légumineuses ou encore des galettes de flocons d'avoine qu'on fait nous-mêmes avec de l'oignon, des flocons d'avoine pour avoir une espèce de petite, comme une galette de pommes de terre. Super, merci. Les enfants sont-ils facilement habitués? Pas de problème d'allergie. Alors, pour éviter les problèmes d'allergie, déjà, chez Nursit, j'ai fait le choix de ne pas travailler avec le soja et les fruits à coque. Comme on démarre du début de la diversification dès 4 mois, j'ai pris le parti de lever ces aliments jusqu'aux 2 ans pour éviter tous les problèmes d'allergie. Ce qu'il faut savoir aussi maintenant, c'est que les nouvelles recommandations depuis 2019 et de l'ARS notamment préconisent d'introduire le maximum de choses dans un minimum de temps pour les enfants et qu'il n'y a plus de cadence à suivre comme à l'époque, de pas de fruits rouges avant 1 an, pas de légumineuses avant 9 mois. Maintenant, le ministère préconise d'introduire le maximum de choses parce que les études ont démontré qu'un enfant qui mange le plus de choses tôt a moins de risque de développer une allergie ou une intolérance que l'inverse. Donc, nous, on travaille en ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'à part donc, les fruits à coque qui sont quand même très allergènes et le soja qui fait un peu polémique, le reste. Avec l'exception du miel aussi. Parce Oui, que le miel, enfin voilà, pour les personnes omnivores ou végétariennes, avant 1 an, pas de miel parce que là, il y a un risque de botulisme. Donc, pas de problème d'allergie. Et les enfants sont facilement habitués, très bien. Les enfants, il n'y a aucune différence les jours où il y a un menu végétarien d'un jour où il y a de la viande. Et encore moins quand c'est le substitut végétal dans leur assiette pour les enfants qui seraient en régime sans viande. Vraiment, ça se passe très, très bien. Et justement, vu qu'on est sur la partie un peu des difficultés, des défis, etc., est-ce que tu peux nous parler justement des défis par rapport au goût? On en parlait un petit peu tout à l'heure au téléphone en préparant le webinaire. Oui. Des défis qu'il peut y avoir autant, alors, enfin, éventuellement du côté des enfants, mais visiblement plus souvent du côté des adultes. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, comme j'aime le répéter, c'est qu'on n'ajoute rien dans nos recettes. Enfin, on n'ajoute rien, bien sûr, on les cuisine. On n'ajoute pas de fond de sauce chimique ou de produits de reconstitution type les sauces magiques qu'on peut trouver dans les rayons des supermarchés. Mais beaucoup de collectivités le font. Beaucoup de chefs font le choix d'opter pour ça, pour ramener du goût à des choses qui n'en ont pas vraiment. Et les usagers ont l'habitude de goûter ces choses-là. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on est passé sur une nouvelle structure qui travaillait avec quelqu'un d'autre avant, qui avait l'habitude de travailler ces sauces justement et ces produits très, très transformés. Et les équipes m'ont dit que ce que nous proposions avait moins de goût. Donc oui, effectivement, ça a le goût du légume et ça a le goût du fruit et pas le goût de l'arôme. Donc ça n'a pas fonctionné pour cette raison-là. Et c'est là où je me dis, il y a encore un gros travail de fond à faire sur l'ancienne génération qui est la nôtre, hein, où on a été un peu bercé dans ça, pour revenir à des basiques et dire que même si, et pour des enfants de maternelle surtout, d'arrêter de leur bousiller le palais avec tous ces arômes chimiques.
Alors, on a encore une question. Y a-t-il eu des résistances de la part des parents? Donc, j'imagine que Marie, vous demandez par rapport aux végétariens ou par rapport à ce qui est proposé en général? J'imagine que ça doit être par rapport, oui, par rapport au végétal. Alors oui, bizarrement, alors de moins en moins, mais au démarrage de Nursit, avec les nouvelles crèches, en tout cas avec lesquelles on travaillait, on a eu des parents très inquiets de se dire, mais alors qu'est-ce que je dois faire moi le soir? Est-ce que je dois lui donner du poulet parce que le midi, il n'a pas eu de protéines? Et donc là, c'est ce que j'expliquais au début, d'où l'intérêt de faire une formation auprès du personnel. Parce qu'en fait, les parents, le soir, ce qu'ils veulent savoir vraiment, c'est si l'enfant a bien mangé. Dans l'esprit des parents, c'est vraiment le besoin primaire, hein. Si l'enfant n'a pas bien mangé, l'enfant meurt. C'est schématique, mais c'est comme ça. Donc, il faut savoir s'il a bien mangé et si surtout il a mangé de la viande, parce que la viande, ça donne des forces. Voilà, dans l'esprit de, je fais une généralité, mais c'est ce qui revient souvent. Donc, c'est vraiment d'informer les équipes pour qu'elles puissent tenir le discours auprès des parents en leur expliquant que nutritionnellement parlant, la protéine végétale couvre le même besoin protidique qu'une viande. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de complémenter avec le soir. Il a eu l'apport dont il avait besoin. Les apports nutritionnels des jeunes enfants de la tranche d'âge que nous servons ont un besoin nutritionnel en protéines qui est très faible. Et même si les protéines n'étaient pas consommées tous les jours, ce ne serait pas grave. Et Marie qui demande comment avez-vous accompagné les équipes. Là, du coup, en plus, j'avais fait une intervention avec Charlotte là-dessus, justement, donc pour parler à la fois des besoins nutritionnels des enfants et des tout-petits en général, et moi, plus spécifiquement sur la partie alimentation végétarienne. Et donc là, le but, c'était pas forcément, c'était pas de parler que d'enfants végétariens ou véganes ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment de leur faire comprendre non seulement que c'est OK de proposer des repas végétariens aux enfants, mais en plus qu'il y a des avantages aussi à le faire et puis que les équipes, du coup, puissent se faire les relais auprès des parents. Donc après, voilà, je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu là-dessus et puis sur ce que tu fais, toi, en général, comme formation auprès des équipes Nurséa. En fait, c'est ça, des équipes Nursia ou des autres, en fait, hein, de toutes les crèches. Dans ce qu'on propose en formule pour nos clients, il est inclus 1 heure de conseil nutritionnel par mois qu'ils peuvent utiliser comme ils souhaitent. Donc, souvent, ils font des réunions avec les familles ou des fêtes de fin d'année où ils m'invitent pour que je puisse justement soit discuter avec les familles, soit former leurs équipes. Ce qu'il faut savoir, c'est dans les structures de petite enfance, ils ont souvent des journées pédagogiques où ils vont former leurs équipes aux nouvelles façons de porter, aux nouvelles façons de donner les repas, etc. Et ils font appel à moi dans ce cadre-là, sur une thématique bien précise. Récemment, par exemple, je suis intervenue aussi dans un réseau de structures parce que les parents ne voulaient pas qu'on donne d'épices à leurs enfants. Donc voilà, donc j'ai expliqué et formé le personnel à ça pour qu'ils puissent tenir ce discours face aux familles. Et si jamais les familles ne comprenaient pas par le biais d'une personne tierce, les structures sont libres d'organiser des rencontres avec moi pour en discuter. Ok, super. Mélanie qui demande, avez-vous l'impression que depuis vos débuts, la proportion des repas végés dans ce que vous sortez chaque jour a augmenté? En gros, est-ce que la demande a augmenté? Ouais. Oui, complètement. Vraiment, depuis le début jusqu'à présent, on a de plus en plus de repas végétariens. Vraiment. Et Sophie qui demande, et pour les autres besoins, par exemple le fer, comment réagissent les parents? Voilà, est-ce qu'il y a des inquiétudes sur d'autres nutriments que les protéines? Oui, oui, en fait, il y a vraiment des inquiétudes sur tout. Ce qu'il faut leur expliquer simplement, c'est que le fer et les protéines ne se trouvent pas exclusivement dans de la viande et qu'il y a d'autres panels d'aliments qu'on leur propose qui vont leur apporter ce besoin, qui vont apporter les nutriments nécessaires pour combler leurs besoins. Et une fois que vous expliquez le besoin en grammage et ce qui est apporté, ça rassure un peu tout le monde. Parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde est carencé, qu'il faut des quantités astronomiques, et en fait, pas du tout. C'est très facilement couvrable avec des protéines végétales, par exemple. Ce que j'avais fait dans la présentation qu'on avait co-animée, du coup, moi, j'avais parlé des protéines, du fer, des oméga-3. C'est ça. Et je crois que c'est tout, il me semble. Parce que, voilà, vu que là, il s'agissait de parler de repas végétariens et de temps en temps, du coup, je m'étais limitée à ces trois-là, histoire de ne pas surcharger non plus
parce que on ne s'adressait pas à des diététiciennes, on s'adressait à un public d'assistantes maternelles qui ne sont pas professionnalisées dans l'alimentation. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de leur transmettre les clés de base pour qu'elles puissent répondre aux parents ensuite, quoi. C'est ça. C'est ça. Après, on est quand même bien renseigné maintenant, surtout avec Internet, tout ce qui se fait, on tend vers ça. Donc, les parents sont curieux d'informations. Malheureusement, je traite souvent avec des pédiatres un peu de l'ancienne école et c'est eux que je dois convaincre surtout pour qu'ils puissent désacraliser ça auprès des familles. Et là-dessus, j'imagine que ton statut de diététicienne, ça aide aussi beaucoup de ne pas Oui, être juste fondatrice de Nursit, mais aussi oui, oui, d'être complètement. diète. Ça donne une légitimité en fait, hein. Dès que je sors ma carte de diététicienne, on me prend beaucoup plus au sérieux. Et pour revenir un petit peu sur le côté des difficultés avec les adultes, tu m'avais parlé aussi d'une des structures où je crois la personne avait l'impression qu'il n'y avait pas assez aussi. Et Oui, du coup, ça rejoint un petit peu, j'ai l'impression, le côté voilà, pas assez de goût, pas assez en quantité, etc. oui, C'est un c'est peu, ça. c'est un peu l'ancienne école aussi, quoi. Oui, complètement. En fait, on part sur des grammages qui se référencent au GMRCN. Donc, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce qu'est le GMRCN, en gros, c'est le guide nutritionnel qui explique combien il faut de grammage par enfant et par catégorie d'âge. Euh, en gros, on se base sur ça et on va apporter les quantités nécessaires qui serviront à couvrir les besoins de chaque tranche d'âge. Donc, effectivement, par exemple, si on parlait de protéines, on est sur on a un besoin environ de 10 grammes de protéines pour un enfant entre 8 et 10 qui va représenter 25 à 30 grammes de viande ou de protéines végétales. Et effectivement, quand on met ça dans une assiette, quand nous, adultes, on a l'habitude de manger voire deux steaks hachés, par exemple, ça paraît minime. Donc, c'est le besoin pour les enfants. C'est pareil pour les légumes, pour les féculents ou encore pour le fromage. On donne les quantités nécessaires à leurs besoins. Et il faut appréhender ça et le faire comprendre aux équipes aussi. Déjà sur les assiettes, je leur préconise tout le temps d'utiliser des assiettes adaptées pour les enfants et de ne pas le mettre dans les assiettes pour adultes parce que là, encore une fois, visuellement, on a l'impression que l'assiette est vide et ce qui va être très anxiogène chez l'adulte en se disant, mon Dieu, mais il ne va rien manger alors que le repas est complet et surtout nos repas ont toutes les composantes, plus du pain et du fromage, le fruit en dessert. L'enfant ne meurt jamais de faim. Oui, exactement. Et Mélanie qui demande, comme vous ne pouvez sûrement pas livrer toutes les crèches de Marseille, avez-vous eu d'autres cuisines centrales ou traiteurs qui se sont intéressés à votre démarche? Elle demande donc vis-à-vis des menus végés. Eh bien, non, pas, pas pour l'instant. J'ai une cuisine concurrente à la mienne sur Marseille. Voilà, on se partage un peu les clients du secteur. Et elle ne propose pas d'offre végétarienne. Et à la demande de ses clients, elle le refuse. Donc, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, non, sur ça, on n'a pas encore. Et oui, on pourrait livrer toutes les crèches de Marseille si toutes les crèches de Marseille voulaient passer chez nous. Quand tu auras des locaux un peu plus grands, c'est bon, ça. Ah. Et du coup, quand tu dis une crèche, enfin une structure concurrente, c'est qu'elle aussi fait du 100% bio, c'est ça? Elle est certifiée bio également. Tout est cuisiné brut. Elle se fait approvisionner en fruits et légumes. On est sur une démarche plutôt similaire, Mhm. si ce n'est la conservation et la livraison sur laquelle on est complètement différent. Mais pour le végétarien, justement, elle n'en propose pas et ne veut pas en proposer. D'accord. Et juste, moi, je vais revenir un petit peu sur le côté fournisseur. Je me souviens que quand j'étais là, justement, il y a un moment donné, tu devais partir à un salon, je crois, fournisseur, etc. Donc, ça, du coup, comment est-ce que tu le gères? Quel salon, peut-être, est-ce que tu recommandes? Voilà, tous ces Alors, conseils. en fait, les salons que j'aime bien faire, ça va être les salons qui regroupent les fournisseurs. Donc, là, c'était en l'occurrence le salon de l'agriculture biologique, où on voit directement les agriculteurs et ce qu'ils font. Et eux passent par des plateformes qui permettent de centraliser les agriculteurs. Donc, globalement, tous les salons qui tournent autour du bio, de près ou de loin, si je peux, j'y assiste. Même le Syrah Green, c'est comme ça qu'on a découvert, par exemple, les Pienco qui fournit les protéines végétales, ou encore même pour les produits d'entretien qu'on utilise à la cuisine qui sont labellisés EcoCert.
c'est sur les salons comme ça que je rencontre ces personnes-là. Super, merci. Produit d'entretien, je vais faire un petit aparté là-dessus parce que donc toi, tu utilises. Alors là, je parle de la désinfection des fruits, légumes, etc. Tu utilises du vinaigre blanc. Oui. Et sachant qu'en restauration collective, donc on peut utiliser du vinaigre, mais la javel est encore autorisée pour désinfecter les fruits et légumes en conventionnel. Et moi, c'est ce que j'avais vu lors de mes autres stages, de la désinfection à la javel. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a choquée. Qui n'avait pas l'air de choquer grand monde. Ça paraissait tout à fait normal de mettre de la javel sur les fruits et légumes. Et puis, on te dit que de toute façon, c'est rincé derrière, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a fait très, très plaisir de voir la désinfection des fruits et légumes au vinaigre blanc. Oui, alors moi, c'est pareil. Comme certaines Jet dans le chat de ce soir, j'imagine que vous avez fait des stages en restauration collective. Et j'ai vu ça et ça m'a interpellée aussi. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut mettre de la javel au contact des aliments, surtout certains aliments qui sont très poreux, où on est quasiment sûr que ça rentre à l'intérieur, que c'est pas bien rincé. Et c'était hors de question, et encore plus pour la petite enfance, d'utiliser de la javel. Donc, on est parti sur du vinaigre blanc qui désinfecte tout aussi bien, d'autant plus que nos fruits et légumes sont bio, donc qui n'ont pas de pesticides à la nettoyer en surface. Ça suffisait largement. Et puis, je me dis toujours, si quelqu'un fait l'erreur ou si le bouchon se dévisse et que tout le vinaigre devait se déverser, ça ne serait pas grave. Si c'est de la javel, je ne suis pas sûre. Alors, on a Mélanie qui a réagi à ce que tu disais, qui disait oui, en tant que parent VG qui a dû retirer son enfant de la crèche quand est arrivée la diversification, entre parenthèses, refus de repas VG, j'ose espérer que la demande viendra des parents pour que les choses changent auprès des autres cuisines centrales. Ok, ouais, super, merci Mélanie. Complètement d'accord. Voilà, et je ne sais pas si vous avez encore des questions sur cette partie-là. On peut peut-être passer à la partie des leviers. Alors, on a un petit peu digressé, on a un peu déjà abordé cette partie-là, mais je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à partager là-dessus. Sur les leviers d'action, ben là, c'est ce qu'on a un peu dit, hein, voilà, c'est ce qui va permettre, c'est les parents, c'est la demande des parents, c'est d'avoir des cuisines qui peuvent répondre à ça, qui va permettre de faire levier. Au plus, là, la loi Egalim, elle va jouer aussi un rôle là-dedans. Au plus les collectivités vont devoir acheter du bio, au plus on va pouvoir fournir du bio, et au plus c'est ce qu'il faut que, c'est ce qui, on espère que c'est cette agriculture qui prendra en France, en créant l'offre et la demande. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est de l'imposer. Malheureusement, on est obligé de passer par un peu de forcing auprès des collectivités pour imposer ce bio. Mais c'est en étant tous acteurs du bio qu'on peut permettre au bio justement de se développer encore plus. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra réguler le coût du bio. S'il est moins rare, ben, il sera un peu plus accessible aussi financièrement. Ok, et toi, au niveau de ton expérience personnelle, qu'est-ce qui t'a permis déjà de monter cette aventure, de maintenir le cap dans cette aventure? Parce que voilà, c'est quand même pas évident de se lancer. Tu as commencé alors avec une associée, mais quand même seule pour le côté vraiment purement Nursit. Donc, est-ce que tu Oui. peux expliquer un petit peu ça, ton parcours du coup là-dedans? Alors déjà pour la petite histoire, donc j'étais diététicienne dans le réseau de crèches Nurséa. Et en tant que diététicienne, je m'occupais de la partie cuisine. Donc, dans chaque structure, il y avait une cuisine sur place dans lesquelles étaient préparés chaque jour les repas pour les enfants. On travaillait déjà en bio. D'ailleurs, on était certifié EcoCert au niveau 3, qui est le niveau maximal d'EcoCert. Et donc là, bon, c'était très compliqué pour moi de trouver des fournisseurs qui pouvaient livrer des toutes petites quantités pour des cuisines de 12 enfants par jour à des prix plus ou moins cohérents. Puis les équipes de cuisine de part et d'autre pour être sûr de veiller à ce que tout était fait dans les règles et les réglementations Parce HACCP. que juste du coup, tu avais une équipe de cuisine sur chaque micro-crèche, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, le problème s'est posé comme ça et j'ai dit à ma patronne, je peux plus, faut centraliser. Et elle m'a dit, moi, c'est pas mon métier, mais je te suis. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, ben, on va créer une heure site. Et au départ, qui était créé pour ces crèches, qui a très vite, quand on a réussi à créer une heure site et à livrer nos premiers repas, pratiquement 2 mois après, on trouvait ça dommage de se limiter qu'à un heure site avec la demande. Et puis,
mon associée et participe au REMI, qui est le réseau des micro-crèches de France, et elle voyait bien toutes les problématiques rencontrées dans les micro-crèches et tout ce problème d'approvisionnement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne vraiment qui est qualifié, qui fait que de la nourriture pour le jeune enfant. Voilà, on peut s'approvisionner dans d'autres structures, dans d'autres collectivités. Ils vont être capables de répondre, mais ils ne sont pas pros de la petite enfance, comme je le suis quand j'étais de toute façon dans les crèches. Toutes les problématiques rencontrées au quotidien sur le terrain, que ce soit au niveau des équipes, au niveau nutritionnel, les débuts de diversification, ces restaurations collectives, elles ne connaissent pas ces problématiques-là. Et donc, c'était vraiment d'apporter une solution personnalisée à la structure de la petite enfance. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, tous les engagements déjà véhiculés par NURSEA sur la durabilité et sur le bio, ben, en fait, j'en ai fait une continuité en poussant au maximum avec le végétarien que j'ai rajouté dès l'ouverture. Et oui, sur le fait qu'il n'y avait pas de structure capable de répondre aux besoins de la petite enfance, je crois que ce que tu disais, c'est que la plupart des structures, en fait, font de l'alimentation pour adultes en plus petite quantité, c'est ça, au lieu de faire de l'adaptation vraiment aux enfants. Exactement, et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont même pas les quantités de la petite enfance, donc on va leur donner des repas de maternelle. Et un enfant de maternelle à 3 ans, contre un enfant de crèche, des fois qui peut avoir 8-9 mois. Donc, on n'est vraiment, vraiment pas ni sur le même besoin, ni sur les mêmes quantités. Et justement, au niveau des leviers d'action, tout à l'heure, tu parlais du fait que toi, tu prends comme référence les grammages du GEMRCN. Est-ce que ça, c'est un levier d'action aussi au niveau financier sur le fait de ne pas mettre plus non plus que nécessaire? Oui, complètement. Ça joue aussi dans la balance, forcément, de se référer à un grammage précis. Si je mettais tout le monde au grammage des plus grands, par exemple, financièrement, on ne pourrait pas s'y retrouver non plus. Donc, juste pour faire un petit point, le GEMRCN, c'est un guide d'achat, c'est le guide d'études de marché de la restauration collective. C'est un document qui n'est pas obligatoire, mais en gros, c'est un guide d'achat pour savoir, quand on est en restauration collective, combien est-ce qu'on va commander de salade pour ses convives, combien est-ce qu'on va commander de riz, combien est-ce qu'on va commander de lentilles, etc. Et effectivement, ça permet d'avoir un repère là-dessus. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais au début de cette partie, donc voilà, où tu pensais que le fait d'en passer par imposer le bio, ça aiderait à augmenter du coup la sensibilité des gens à ces enjeux-là. Moi, j'ai envie de te poser la question sur le VG aussi, étant donné que toi, tu n'es pas végétarienne, même si tu es sensible à ces enjeux-là, que tu mets en place plein de choses pour le VG. Mais donc, à ton avis, dans quelle mesure est-ce que imposer du végétarien, ça peut faire progresser les choses? Et justement, dans quelle mesure est-ce que ça peut ne pas trop rebuter les gens, le fait que ce soit imposé? Mais je pense qu'il faut le pratiquer simplement voilà, pour le désacraliser et se rendre compte que c'est bon, que ça se mange aussi bien qu'une viande et voir les bénéfices que ça a sur l'organisme aussi également. Effectivement, je mange de la viande, je ne suis pas végétarienne. Néanmoins, depuis quand même la création de Nurseed, je mange beaucoup, beaucoup moins de viande. Même si j'étais sensibilisée à ça, que ce soit en tant que diététicienne ou dans les métiers que j'ai pu exercer avant, j'avais quand même encore en moi ancré l'idée d'une protéine par repas. Et en l'appliquant en fait au quotidien et en mangeant le midi, on mange ce qu'on produit, et ben, au fur et à mesure, l'habitude fait que je mange beaucoup moins de protéines. Donc, je pense que c'est ce qui se passe aussi chez les personnes qui sont dans une restauration collective et qui vont avoir leur menu végétarien une fois par semaine, qui peut-être au départ seront un peu craintifs, ne voudront pas trop, mais en voyant que c'est bon, c'est bien cuisiné, ça a bon goût, c'est pas moins bon que de la viande, et ben, ils vont y venir progressivement. Ouais, donc, c'est la diminution des protéines animales par la pratique. Et ouais, c'est hyper intéressant de voir que la pratique peut précéder, je pense, du coup, voilà, la conviction, entre guillemets. Enfin, même si chez toi, du coup, la conviction était là, mais chez certaines personnes, Oui, il peut y avoir un côté très réfractaire aussi. oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, je me dis aussi, même si les personnes sont très réfractaires et ne changeront pas du tout leur habitude, ben, finalement, le repas qu'elles ont mangé végétarien dans la semaine, je trouve que c'est la victoire. C'est quand même celui qu'on aura réussi à leur faire manger. Oui,
Juste, on a Marie qui demande si un replay sera disponible. Oui, bien sûr, il y aura le replay qui sera consultable sur YouTube et sur la communauté du CNFPT également. Et oui, ce que tu disais sur le côté, sur le levier de la restauration collective dans ce sens-là aussi, on sait que voilà, c'est aussi un levier pour réduire l'impact environnemental. Comme on disait tout à l'heure, la restauration collective en France, c'est minimum 3 milliards de repas par an. Alors ça, c'est un chiffre que j'avais trouvé sur le site de restoco.fr, qui est un syndicat de restauration collective, sachant que là, tout récemment, j'ai trouvé un chiffre du ministère de l'Agriculture qui parle même de 7 milliards de repas par an. Donc, je ne sais pas d'où vient le différentiel. Est-ce que Restoco ne compte que les repas du déjeuner et puis est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une subtilité comme ça? Mais donc, en gros, on est entre 3 et 7 milliards de repas, ce qui, dans tous les cas, est vraiment, vraiment énorme. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. On peut peut-être passer à la slide suivante, puisque moi, je voulais aborder aussi le point économique du point de vue des protéines végétales, justement. Parce qu'il faut savoir que d'utiliser des protéines végétales, ça peut être un levier justement économique pour permettre plus de bio ou en tout cas l'utilisation de produits de meilleure qualité. On s'est rendu compte en 2020, il y a eu 2 études qui ont été faites là-dessus, donc une de 1+ Bio et une qu'on a co-menée avec l'association Greenpeace. Sur les taux de repas végétariens et de produits bio dans les cantines. Et donc, l'étude de 1+ Bio s'est rendu compte que plus il y avait de repas végétariens proposés, plus il y avait de repas bio également. Donc ça, c'est le premier graphique qu'on voit. Ensuite, nous, on avait travaillé également sur le gaspillage alimentaire, parce qu'une grosse crainte à l'introduction de repas végétariens, c'est qu'on se dit que c'est pas bon, que notamment quand il s'agit d'enfants qui vont pas aimer parce qu'ils sont pas habitués, etc. Donc, en gros, si on fait baisser les coûts et qu'on augmente la part du bio, c'est bien, mais si ça provoque plus de gaspillage alimentaire, c'est pas l'idéal. Et en fait, l'enquête qu'on avait menée avec Greenpeace a révélé que dans 85% des cas, il n'y avait pas d'augmentation du gaspillage alimentaire. Et en fait, ce qui joue sur le gaspillage alimentaire, ce n'est pas le fait que ce soit végétarien ou pas végétarien, c'est simplement le goût. C'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Là, je vous ai mis une citation de Nicolas Madé, un responsable de cuisine centrale, qui dit que l'utilisation de protéines autres que la viande permet de dégager des marges de manœuvre financières. Ça s'explique tout simplement par le fait que, schématiquement, des lentilles, ça coûte moins cher que de la viande. Le seul cas dans lequel ce n'est pas tout à fait vrai, c'est au début, quand les cuisiniers, les cuisinières ne sont pas formés à l'alimentation végétale, à la cuisine végétale, ils ont tendance à utiliser beaucoup de produits transformés, beaucoup de steaks végétaux, de nuggets végétaux déjà faits, etc. Et dans ces cas-là, ce sont des produits qui coûtent plus cher que la viande, sachant que la viande, en plus, est subventionnée, puisque il y a toutes les subventions de la PAC, etc. derrière. Donc, forcément, dans ces cas-là, les produits végétaux coûtent un peu plus cher que la viande. Mais dès que les cuisiniers commencent à être formés, là, tout de suite, le rapport s'inverse et ça permet de dégager des marges de manœuvre financières et donc d'introduire des produits de meilleure qualité, voire plus de bio. Je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter là-dessus. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est ça, la clé, c'est vraiment de savoir les cuisiner. C'est vraiment et simplement ça, que ce soit pour les faire manger aux enfants ou aux plus grands. Comme tout le monde, je pense, on a toujours envie de manger quelque chose de bon. Donc, c'est pas parce que c'est végétarien que c'est pas bon. C'est juste qu'il faut que ce soit bien cuisiné. C'est ça, et nous, c'est pour ça que c'est aussi important pour nous de proposer ces webinaires dans ce cadre-là, et puis qu'on a proposé également des formations pratiques à des cuisiniers, à des cuisinières, parce que malheureusement, quand on entend végétarien, la plupart des gens qui ne connaissent pas du tout le végétarisme, ils s'imaginent qu'on va juste enlever la portion de viande ou la portion de poisson dans l'assiette, et du coup, on s'imagine vite des repas avec rien dans l'assiette, mais non, le principe, c'est pas de rien manger, c'est de manger autre chose, autrement. De rien dans l'assiette ou alors de manger des lentilles ou des haricots blancs tous les jours. Ouais, et puis pas cuisiner. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger des haricots blancs en boîte? Non, pas du tout. Il y a d'autres alternatives. Il y a des recettes. C'est ça. Ok, s'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, on peut passer sur la suite. Voilà, pour revenir un petit peu sur... vas-y, si tu veux. Vas-y, je te laisse.
Ok, bah pour revenir un petit peu sur les points clés de ce webinaire, bah voilà, le but, c'était un petit peu de faire voir que faire évoluer nos modes de consommation, c'est nécessaire. Après, bon, je pense que vous, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un minimum sensibilisé sur la question. Mais donc, c'est vrai que c'est quelque chose enfin, la question ne se pose plus, mais malheureusement, il y a encore des gens qui n'en sont pas forcément très, très conscientes. Ensuite, bah, c'est que le bio, le végétal et le local sont totalement complémentaires. On voit souvent, malheureusement, des articles ou des enquêtes dans les journaux qui disent vaut-il mieux manger végétal ou local, vaut-il mieux manger bio ou végétal, etc. Bah, en fait, en tout cas pour moi, pour l'Association végétarienne de France, et je pense bah, dans ta démarche aussi, Charlotte, je pense que c'est des choses qui sont totalement complémentaires et qui vont totalement de pair au final. Ce ne sont pas des démarches qui s'opposent. Non, complètement. Et puis, bah, pour finir, voilà, comme on a pu en parler là avec Charlotte, et ben, merci beaucoup d'avoir partagé toute ton expérience, ta très riche expérience là-dessus. Bah, voilà, on voit qu'il y a des difficultés qui existent, ça c'est sûr. Il y a des freins, il y a des défis qui se présentent quand on décide de se lancer là-dedans. Mais il y a aussi des solutions. Alors après, là, j'ai l'impression que bah, toi, alors je ne sais pas si c'est vraiment facilité, mais ce qui a permis ça, c'est que bah, tu t'es lancée un peu toute seule, ou en tout cas avec une personne qui te soutenait. C'est sûr que quand on travaille dans une collectivité, voilà, comme on disait tout à l'heure, les collectivités, le public, c'est des gros éléphants à faire bouger. Donc, C'est c'est sûr ça. que ça prend du temps. On ne peut pas forcément passer sur du 100% bio tout de suite, là, maintenant, en un claquement de doigts sur des collectivités locales ou sur un hôpital ou tout ça. Mais le but, c'était aussi de vous donner un peu des clés et des idées sur ce que vous pouvez faire, voilà, sur ce que vous C'est pouvez ça. faire, mettre en place chez vous, etc. Après, par rapport aux grosses collectivités, voilà, avec des grosses équipes et de vouloir changer les choses, c'est ils sont soumis à des pressions aussi sur les chiffres attendus en général par les directions, etc. Voilà, j'ai pas trop cette pression-là. Après, effectivement, on n'a pas la même marge. On est bien d'accord, on ne dégage pas la même marge à la fin du mois ou à la fin de l'année que des personnes qui font pas de bio et pas de végétarien et ces choses-là. Mais c'est le choix, voilà, c'est le prix parti de Nursit, c'est de peut-être dégager un peu moins de bénéfices, mais en tout cas de prôner quelque chose de sain. Bah, c'est ça. Et puis voilà, pour les personnes qui travaillent du coup dans la restauration collective côté public, bah, peut-être voilà, voir pour des petites victoires aussi et bah, se dire que voilà, déjà réussir à introduire un peu plus de bio, réussir à introduire un peu plus de végétal de temps en temps, etc. C'est déjà des petites victoires et puis bah, se raccrocher à ça parce que voilà, on se doute bien que tout ne change pas du jour au lendemain dans des structures comme ça. Oui. On a Christelle qui demande comment faire partager des recettes végétariennes goûteuses, car il y a de nombreux freins de la part des aînés dans les collectivités. Bah alors justement, là, je vais vous parler de quelques ressources qu'on a après. Et après, je ne sais pas si toi, tu as des idées là-dessus. Alors, par rapport aux aînés, ce n'est pas forcément ton cœur de cible pour le coup, mais je ne sais pas si tu as si tu des choses à dire là-dessus. Non, mais je pense encore une fois, c'est de les faire goûter. C'est de faire goûter certaines recettes et peut-être en ne disant pas que c'est une recette végétarienne au départ. Et le mot végétarien fait peur à certaines catégories de personnes, effectivement. Sur les aînés, je pense, Christelle, je vous rejoins un peu, j'imagine, dans les EHPAD et ces choses-là, où à cette époque-là, si on ne tuait pas un gibier pour manger, on n'avait pas mangé. Donc, effectivement, mais peut-être juste leur présenter la recette en tant que juste une nouvelle recette, sans parler du fait qu'elle puisse être végétarienne. Et une fois qu'elle a été appréciée, ben voilà, c'est parti. Alors, enfin, moi, je vais partager une petite expérience là-dessus, une anecdote qui m'est arrivée hier. J'étais en intervention pour des personnes âgées, justement. Alors, ce n'était pas des personnes âgées en EHPAD, hein, c'était des personnes âgées qui étaient encore valides et j'intervenais avec une autre diététicienne sur un sujet tout autre. Et donc, à la fin, la diététicienne a demandé qu'est-ce qui vous intéresserait comme sujet à aborder. Est-ce que l'alimentation durable, ça vous intéresserait? Tout le monde qui dit non. Est-ce que l'alimentation végétarienne, ça vous intéresserait? Tout le monde qui dit non. Et il y en a un qui fait non, mais c'est bon, on n'a pas envie d'avoir l'air malade, etc. Et donc, ma collègue qui lui dit bah, pourquoi elle a l'air malade? Et donc là, il y a tout le monde qui s'est retourné vers moi, qui m'a regardé avec des grands yeux. Et en fait, bah, au final, ils m'ont tous posé plein de questions, ils m'ont demandé des idées de recettes. Et bah, il en est ressorti que finalement, ils étaient intéressés. Il y en avait plein qui étaient intéressés. Et ils ont dit, ah bah oui, pourquoi pas. Alors, on n'a pas envie de devenir végétarien. Je leur ai dit, non, mais Oui, c'est pas le but de la manœuvre, quoi. Mais
Mais effectivement, il y en a plein qui m'ont dit « Ah ouais, on aimerait bien du coup en savoir plus, connaître des recettes, etc. » Donc au final, c'est très marrant comment du tout au tout, voilà, de non, 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 on veut surtout pas. Et finalement, voilà, juste avec, en découvrant que moi qui avais fait l'intervention avec ma collègue, j'étais végétalienne, du coup, ils se sont intéressés à ça, ils m'ont posé plein de questions et tout ça. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment l'idée reçue initiale de se dire, non, mais si je suis végétarien, je vais plus rien manger. Si on parle d'équilibre alimentaire, je vais être affamée, je peux pas manger ce que je veux. Voilà, donc je pense que c'est de l'amorcer dans l'autre sens, de le faire goûter et après de le prôner. Ok, merci. Du coup, on peut passer à la suite et justement, je vais vous parler un peu des ressources qu'on a. Voilà, on peut passer aussi. Donc, au niveau de VG Cantine, donc là, vous avez l'adresse du site vgcantine.fr. Nous, on a préparé un livret de 50 recettes adaptées à la restauration collective. Donc, les quantités sont pour 100 personnes et puis après, chaque chef peut adapter en fonction de son public. Alors après, à voir, est-ce que c'est adapté ou pas à un public de personnes âgées? Là, c'est vrai que c'est plutôt très réfléchi pour les cantines scolaires. Je pense qu'il y en a qui peuvent facilement s'adapter pour des EHPAD. Après, il y en a d'autres, il faut peut-être voir s'il faut modifier, peut-être au niveau des textures, peut-être même des goûts à voir. Et puis certaines qui sont peut-être, je n'ai pas toutes les recettes en tête, mais je ne sais pas si certaines sont adaptables en manger main, etc. Enfin, je ne sais pas si Christelle, vous faites ça au niveau de votre EHPAD. Mais voilà, dans tous les cas, je pense que ça peut se décliner. Au niveau des ressources qu'on propose, alors là, c'est juste un petit échantillon de ce qu'on a, mais donc voilà, je vous ai montré donc l'enquête qu'on a proposée, qu'on avait réalisée avec Greenpeace, justement, et c'est une enquête qu'on avait menée auprès de 200 collectivités qui, en 2020-2021, proposaient déjà une option végétarienne quotidienne, sachant qu'il n'y avait aucune obligation à ce moment-là, mais elles avaient pris l'initiative de proposer tous les jours des repas végétariens aux convives qui le demandaient. Et l'idée, c'était justement un petit peu de voir sur le terrain comment ça se passait par rapport aux préjugés qu'on peut avoir, par rapport au fait que voilà, on pense que les gens ne vont pas aimer quand c'est végétarien, par rapport au fait qu'on pense que ça va être plus cher, que ça ne va pas aller niveau nutritionnel, etc. Donc là, voilà, on est allé un petit peu chercher sur le terrain comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment justifié ou pas. Spoiler, ça se passe bien dans la majorité des cas. Et puis, on a réalisé également un petit vrai-faux, justement, pour reprendre toutes les idées reçues qu'il peut y avoir autour de l'alimentation végétarienne, particulièrement dans la restauration collective, et puis voir un petit peu ce qu'il en est, ce qui est vrai, ce qui est faux parmi ce qu'on peut penser dessus. On peut passer à la slide suivante. Oula. Là, par contre, on a une autre page. Je la trouve pas. Elle est là, pardon. C'est bon. Je l'avais perdue. Non, ça. Attends, on peut passer à la suivante. Ah oui, c'est ça. Donc là, on est repassé sur... Oui, Ah, en mais fait, tu as cliqué sur le lien de VG Cantine. Voilà, vous voyez notre magnifique site avec nos ressources auxquelles vous pouvez accéder. Voilà, pardon. Oui, parce qu'en fait, j'ai mis les liens. Donc, je vous transmettrai à toutes et tous la présentation. Et donc, effectivement, j'ai mis les liens des ressources. Donc, c'est pour ça que quand tu as cliqué, ça atterrit Oui, sur ça le site VG Cantine. Et voilà, donc au niveau des ressources, il y a également le ministère de l'Agriculture qui a sorti certains livrets, certaines ressources. Notamment, il y a un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines. Alors, désolé, c'est très, très barbare comme nom. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est tout simplement que on sait très bien que maintenant, il faut sortir un petit peu du paradigme protéines égale viande et utiliser également d'autres sources de protéines que la viande. Et donc, ce livret invite déjà à diversifier les sources de protéines et puis explique un petit peu comment le faire. Et normalement, maintenant, toutes les structures de restauration collective doivent chaque année présenter leur plan de diversification des sources de protéines. Il y a également un guide. Alors, ils ont aussi un livret de recettes végétariennes sur le site du ministère. Là, je ne vous l'ai pas mis en lien, mais il y en a un également. Et pour ce qui est d'Egalim, ils ont sorti un guide d'expérimentation du menu végétarien. Alors, ça s'appelle expérimentation parce qu'initialement, Egalim, ça avait été voté sous forme d'expérimentation de 2 ans.
Maintenant, c'est passé dans la loi. Ça a été validé que le menu végétarien hebdomadaire rentre bien dans la loi ad vitam aeternam. Et donc ça, c'est un petit guide pour savoir comment mettre en place déjà un menu végétarien par semaine. En ce moment, et quand je dis en ce moment, c'est jusqu'à vendredi, donc là, c'est très, très rapide. Il y a une évaluation nationale, donc toujours du ministère et de la Direction générale de l'alimentation, de l'option végétarienne quotidienne pour les collectivités. Donc ça, c'est suite à la loi climat et résilience. Les écoles n'ont pas été obligées de mettre en place un menu végétarien tous les jours. Par contre, celles qui voulaient le faire étaient invitées à le faire dans le cadre d'une nouvelle expérimentation de 2 ans. Et donc là, en ce moment, il y a un recueil des expériences pour savoir comment ça s'est passé pour ces écoles qui ont mis en place l'option végétarienne quotidienne. Et donc voilà, jusqu'à vendredi, les collectivités peuvent donner leur retour sur le site macantine.fr. Voilà, on peut passer. Et pour conclure, moi j'avais envie de conclure sur une note, je pense, un peu positive, ou en tout cas je trouve réaliste, avec cette citation d'Henri Bergson qui dit « L'avenir n'est pas ce qui arrivera, mais ce que nous allons faire ». Et du coup, tu peux passer à la slide suivante, à la dernière slide. Donc, sur la dernière slide, je vous ai mis nos adresses de contact si vous voulez nous contacter, Charlotte et moi. Donc, moi, pour le côté VG Cantine, Charlotte pour le côté Nursit, alimentation, etc. Et pour finir, Élodie. Alors, je ne sais pas si Élodie est encore là et si tu veux reprendre la parole pour un petit mot de la fin. Merci beaucoup. C'était très riche, très complet et aussi très concret. Je pense que ça, c'est vraiment important. N'hésitez pas à continuer à suivre nos activités, à la fois les activités de VG Cantine et les activités de l'AVF. Donc, on va mettre tout de suite dans le chat le lien vers le site de l'association qui vous permet donc soit de nous soutenir, soit de vous inscrire à nos infolettres. Donc, il y en a plusieurs. Il y a une infolettre généraliste, il y a une infolettre VG Cantine et une infolettre 1, 2, 3 Veggie sur la cuisine. Et puis, écoutez, j'espère que vous participerez également à nos prochains webinaires qui ont déjà été partiellement annoncés, mais qui seront disponibles aussi sur l'agenda de notre site internet. Merci beaucoup. Je suis en train de mettre les adresses du coup des sites internet. Donc, j'ai mis le site internet de l'AVF, le site internet de Nursit et je vais vous rajouter celui de VG Cantine. Voilà, pour que vous puissiez nous retrouver. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce webinaire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Pardon ? Je disais merci à tous. Ah oui, merci beaucoup. Et puis un grand merci à toi, Charlotte, du coup, d'avoir co-animé ce webinaire avec moi. C'était un plaisir. Et voilà, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait mon stage à Nursit et c'était un plaisir de pouvoir parler de toutes ces initiatives inspirantes avec toi. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience et si je peux aider des personnes aussi, que ce soit dans les restaurations collectives ou même des jets qui interviendraient sur des structures petite enfance, parce qu'il faut savoir quand même qu'on n'est pas super bien formé à l'école sur la partie nutrition du jeune enfant. Voilà, vous avez mon mail et vous n'hésitez pas. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir.